Il y eut un léger coup sur mon épaule. Au début, j'ai pensé que c'était ma femme Amelia, mais ensuite j'ai réalisé qu'il était tard le lundi soir, et le tapotement venait de quelqu'un d'autre. Je me suis retourné. C'était Selena Morrison, la femme et copropriétaire de la boutique d'antiquités où j'avais acheté cet ensemble de meubles vintage. Elle me souriait. « Réveille-toi, marmotte », chuchota-t-elle. Il est 7 heures du soir. Mon mari va bientôt rentrer et je dois rouvrir la boutique. Je me suis levé à moitié du divan antique. Selena, nous. Pas maintenant, chérie, me coupa-t-elle. Va te rafraîchir. Tu ne peux pas rentrer chez toi auprès de ta charmante femme tout débraillée, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, elle s'éclipsa par la porte de derrière sur la rue. Mon Dieu, pensai-je. Dans quoi me suis-je embarqué? Tout ce que je voulais, c'était surprendre Amelia avec quelque chose de spécial pour son anniversaire. Ma femme adore les antiquités, et la boutique Morrison avait exactement ce que je cherchais, un ensemble de fauteuils vintage exquis des années 1920. Je devais admettre que Selena était toujours aussi séduisante. Grande, aux cheveux noirs corbeaux, à la peau d'olive, probablement dans la quarantaine, avec un parfum envoûtant. Elle m'avait attiré chez elle sous prétexte de me montrer les pièces. C'était ma deuxième visite. La semaine dernière, quand j'étais entré, j'avais trouvé les 2 fauteuils. Selena avait mentionné qu'ils avaient le canapé assorti stocké ailleurs dans un entrepôt. Avec ses yeux sombres et captivants, elle souriait et m'a conduit dans la pièce arrière pour me montrer une photo, et en quelques instants, j'étais sur ce divan, puis sur un lit en laiton antique. Je savais que j'avais été stupide. Comme on dit, le jugement d'un homme est obscurcissant. Je secouai la tête. Je ne peux pas continuer comme ça. Selena pense avoir un nouveau jouet, mais si je ne reviens pas jeudi, je n'obtiendrai pas ce canapé. Et si je le fais, alors quoi? Je suis un homme marié heureux. Je suis catholique. J'aime ma femme. Amelia et moi avons 4 merveilleux enfants. J'ai été dévoué envers elle, jusqu'à maintenant. Qu'ai-je fait? Je dois rentrer chez moi. Le trajet était long et fastidieux, d'abord hors de la ville où se trouvait la boutique de Morrison, puis l'autoroute vers la banlieue, et enfin notre quartier tranquille. Mon esprit était en ébullition. Que devais-je faire? Tôt ou tard, Amelia allait se douter de quelque chose. Je me sentais affreux. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je suis un homme bien. J'ai une femme incroyable, 4 super enfants. Amelia est unique en son genre. Laisse-moi te dire, je n'ai pas simplement rencontré Amelia et été instantanément séduit par elle. Je l'ai trouvée, par un coup du sort. Ce n'était pas une tâche facile de la convaincre de me rencontrer au départ. Amelia avait été élevée dans une famille catholique très pieuse. Parmi 6 frères et sœurs, elle avait choisi de devenir religieuse. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle avait déjà terminé 2 ans de son noviciat. Si j'avais été en retard de quelques mois, elle aurait prononcé ses vœux. Je n'aurais pas eu la moindre chance. Je l'ai croisée un jour par pur hasard. Ou était-ce le destin? Non, c'était une intervention divine. Je ne me souviens même pas de qui m'a donné ses coordonnées, mais j'avais 21 ans et j'étais encore à l'université à l'époque. J'ai appelé, nous avons parlé, et continué à parler. Elle semblait si douce, innocente, pas du tout mon genre habituel. Oui, j'étais plutôt le Casanova à l'époque, fier du nombre de conquêtes que j'avais charmées dans mon lit. Celle-ci semblait être une proie facile, du moins c'est ce que je pensais quand elle a mentionné se préparer à une vie de service. Nous avons convenu de nous retrouver au rond-point près de chez elle. Je suis arrivé, je l'ai vue, et j'ai immédiatement regretté. J'ai klaxonné, ouvert la portière du passager, et elle s'est glissée à l'intérieur. En la regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était une énorme erreur. Elle avait une fente labiale. Alors que je m'éloignais, je me demandais comment je pourrais me sortir de cette situation. Nous n'avons pas fait beaucoup de chemin avant que la gêne ne prenne le dessus. Elle m'a demandé si je pouvais m'arrêter. Je l'ai fait, et elle est descendue, marchant rapidement d'abord, puis se mettant à courir. Mon premier réflexe a été le soulagement, mais ensuite le remords et la culpabilité m'ont submergé.
Je l'ai rattrapé, lui ai attrapé les épaules brusquement, et d'une voix tendue j'ai dit « Hé, attends !» Elle était déjà en larmes. Ne sachant que faire d'autre, je l'ai attirée vers moi dans une étreinte. Je me souviens combien son corps délicat se sentait contre le mien. Elle s'est débattue au début, mais je l'ai tenue fermement, berçant l'arrière de sa tête jusqu'à ce qu'elle se calme. Pour ses premiers instants de contact après plus de 15 ans, elle était si petite, si fragile dans mes bras. Je ne peux pas expliquer ce qui m'a poussé alors, et je ne peux toujours pas l'expliquer maintenant. Il y avait quelque chose, une force inexplicable qui me poussait vers elle. Je la désirais ardemment, je la poursuivais sans relâche. Il a fallu des mois de la cour assidue la plus ardue imaginable, mais à la fin, je l'ai menée jusqu'à l'autel. C'est une autre histoire pour une autre fois. En ce moment, j'avais l'estomac noué. J'avais rompu mon serment sacré. Elle va découvrir, elle le verra dans mes yeux. C'est fini. Mon Dieu, quelle folie j'ai faite. Je suis enfin rentré chez moi. J'ai garé la voiture dans le garage, en m'assurant que la bâche couvrait les chaises, sachant la curiosité d'Amélia et des enfants. J'ai bidouillé un moment avec, puis je suis rentré à l'intérieur. Notre maison était chaleureuse et accueillante comme toujours. Je pouvais sentir une délicieuse odeur qui s'échappait de la cuisine, peut-être le lasagne maison d'Amélia. En entrant, elle s'est tournée vers moi, un plat à gratin à la main, aussi belle que jamais dans un simple pantalon et un pull, ses cheveux au beurre attachés en arrière. Ses yeux verts saisissants, les taches de rousseur, la légère touche de maquillage amplifiant sa beauté naturelle. « C'est presque prêt », dit-elle en posant le plateau. La salade est sur la table, le pain à l'ail sort juste du four. Se hissant sur la pointe des pieds, elle m'a attiré dans un doux baiser. J'ai dû détourner le regard, la culpabilité me consumant. « Ça sent incroyable », ai-je réussi à dire. « Je viens de prendre une douche », a-t-elle répondu en clin d'œil. J'ai rougi, me demandant si elle voulait dire. Non, elle voulait juste dire qu'elle s'était baignée. Un sourire espiègle jouait sur ses lèvres. Non, l'odeur de la nourriture, idiot. Et n'oublie pas, j'ai enregistré notre émission de la nuit dernière. Après le dîner, on mettra les enfants au lit et on se blottira pour la regarder. Elle m'a bousculé en passant dans la salle à manger. Ne sois pas bizarre, apporte le pain à l'ail. Comme un tourbillon, elle a balayé, et nos enfants turbulents ont déboulé d'abord notre aîné Tyler, bâti comme un jeune étalon, puis Marcus, 10 ans, suivi de Liam, 7 ans, une copie miniature de ses frères aînés. Enfin, notre plus jeune, Lily, 5 ans, menue comme sa mère avec les mêmes cheveux roux et une touche de tache de rousseur sur le nez. Les garçons tenaient clairement de moi avec leurs traits robustes et leurs épais cheveux bruns. Lily était le portrait craché de sa mère, délicate, timide et douce comme tout. Comme toujours, j'ai pris ma petite princesse dans mes bras, lui frottant la joue. « Comment va ma petite fille aujourd'hui ?» Elle a enlacé mon cou de ses petits bras. « Je t'aime, papa. » Jetant un regard conspirateur autour d'elle, elle a ajouté « Tu m'as apporté quelque chose ?» Les garçons s'étaient déjà précipités vers la table, Marcus criant « Allez, on mange !» Tyler a répliqué d'un regard. « D'abord, maman. » Nous nous sommes tous reculés alors qu'Amélia, la reine de notre petit royaume, prenait place en tête de table. C'était un rituel quotidien, les garçons turbulents, la douce Lily et moi, choyant leur mère comme des courtisans. Après qu'Amélia ait béni le repas, nous nous sommes régalés de sa cuisine incroyable. Mon Dieu, je l'adorais tellement. J'ai regardé d'elle à mes fils. Comment quelqu'un d'aussi menu pouvait-elle engendrer de tels jeunes hommes robustes? Mes pensées se sont tournées vers Selena. Quelle femme! Comment ai-je pu? À quoi pensais-je? Après le dîner, nous avons aidé les enfants avec leurs devoirs. J'ai aidé Lily à lire pendant qu'Amélia s'occupait des mathématiques avec les garçons. Une fois les enfants couchés, Amélia et moi nous sommes blottis sur le canapé pour regarder notre émission, son petit péché mignon télévisuel un peu osé. Pendant 2 heures de bonheur, j'ai serré ma bien-aimée contre moi, humant son doux parfum. Après la fin du film, nous sommes allés nous coucher,
Mais tout contact physique était exclu. Nous sommes de fervents catholiques après tout. Pas de contraception, juste la voie naturelle. Vers 23 heures, Amelia s'est assoupie dans mes bras. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, sachant que je devais appeler Selena et en finir une bonne fois pour toutes. Plus jamais. Je suis sérieux, plus jamais. Je me suis levé tôt le lendemain matin, me dirigeant vers le bureau et le tribunal. Nous étions dans les dernières étapes d'une affaire importante, une jeune mère célibataire dont le nourrisson avait été traité de manière négligente lors d'une urgence, entraînant une blessure permanente. L'hôpital a tenté d'esquiver sa responsabilité, mais ils n'ont pas réussi. C'était un procès majeur avec un règlement substantiel. Je ne cours pas après les ambulances, mais cette mère avait un grief légitime qui méritait réparation. Les experts des médias locaux l'ont ridiculisée en la qualifiant d'autres procès frivoles, prétendant que cela ne ferait qu'augmenter les coûts de santé. Mais cette mère et son enfant avaient des droits qui méritaient d'être défendus. Après une journée au tribunal, j'ai essayé d'appeler Selena à nouveau, mais sa ligne est allée directement sur la messagerie vocale. J'avais besoin de ce causeuse pour compléter l'ensemble, mais je ne voulais certainement plus socialiser avec cette femme. J'avais une femme et une famille. J'étais heureux. Selena était une erreur. Nous sommes retournés au tribunal et nous allons gagner l'affaire. Je n'arrivais toujours pas à joindre Selena, donc je devrais régler cela quand j'irai chercher le causeuse demain. J'ai regardé ma montre 15 heures et toujours pas de réponse de sa part. Je me suis engagé dans l'impasse derrière la boutique d'antiquités, suis sorti et frappé à la porte arrière. Un monsieur a ouvert la porte. « Êtes-vous Caleb Morrison, ici pour le causeuse ?»« Oui monsieur, c'est moi », ai-je répondu. « Les Morrison ne sont pas là, mais ils ont laissé des instructions pour vous aider avec votre achat. » Un autre homme costaud est apparu en portant le causeuse et l'a glissé dans le coffre de ma voiture. Le premier homme m'a tendu un formulaire à signer pour l'accusé de réception. Alors que je me retournais pour partir, le deuxième homme a dit « Oh, une dernière chose ». Il m'a frappé violemment dans le ventre. L'autre m'a attrapé par ma cravate et m'a projeté contre la porte de la voiture encore fermée, maintenant mes bras. D'un ton menaçant, il a grogné « Monsieur Morrison a un message pour vous ». Utilisant ma cravate pour me tirer vers lui, il m'a donné 2 coups de tête contre le montant de la porte. Les poings du premier homme ont martelé ma poitrine. Je me suis affaissé au sol, et il a levé son pied pour me donner un coup de pied à nouveau, mais son partenaire l'a arrêté. Non, on va juste le secouer un peu. Donne-lui l'enveloppe. Le deuxième homme m'a lancé une enveloppe de manille pendant que le premier ouvrait la portière de ma voiture. Ensemble, ils m'ont poussé à l'intérieur. Maintenant, dégage d'ici, cracha le premier homme. Étourdi et souffrant, ma chemise et mon pantalon déchirés, j'ai tâtonné pour mes clés avec des mains tremblantes et me suis enfui, ne m'arrêtant que lorsque je me sentais à une distance sûre de cet endroit. Je me suis arrêté en bord de route, reprenant mon souffle haletant, et ai ouvert l'enveloppe avec appréhension. Non. Mon Dieu non. J'aurais dû savoir. Un magasin comme ça dans ce quartier? Bien sûr qu'il était sous surveillance. Monsieur Morrison, se protégeant contre les cambrioleurs, avait installé des caméras partout, même dans la pièce arrière. J'ai fixé avec horreur les preuves photographiques indiscutables de mon indiscrétion avec Selena. Sombrant plus profondément dans le désespoir, j'ai trouvé aussi un DVD dans l'enveloppe. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Comment avais-je pu être si stupide? Puis une pensée terrifiante m'a frappé et si, oh non, mon Dieu, s'il te plaît non. Il fallait que je rentre chez moi tout de suite. Amelia. Point que dirais-je. Elle n'a jamais. Oh mon Dieu, mes enfants, ma famille. J'ai tout gâché. Je suis rentré chez moi aussi vite que possible, mon esprit cherchant une excuse, n'importe quelle histoire pour expliquer ces blessures. D'accord, je dirais que je me suis arrêté pour prendre un café et que j'ai été agressé, que quelques gars ont essayé de me voler ma voiture mais que je les ai repoussés. Ça pourrait marcher. Je suis rentré dans le garage, pris une grande inspiration malgré la douleur dans mes côtes, et suis entré par la buanderie, les arômes familiers de rôtis de bœuf et d'herbe m'enveloppant. Regarde-moi,
Qu'ai-je fait? En entrant dans la cuisine, Amelia s'est précipitée vers moi, les yeux écarquillés d'inquiétude. Nicolas, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi t'aider à enlever ton manteau. Elle s'est tournée vers la salle à manger. Tyler, Marcus, venez ici tout de suite. En quelques secondes, mes 2 fils aînés étaient à mes côtés, m'aidant à monter les escaliers. Liam se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés, tandis que Lily jetait un coup d'œil derrière lui, son expression terrifiée. Amelia suivait de près les garçons. Qui a fait ça? Devrais-je appeler la police? Marmonnai-je quelque chose à propos d'une tentative de carjacking, insistant sur le fait que ce n'était pas si grave. Les garçons m'ont silencieusement aidé à monter à l'étage dans notre chambre pendant qu'Amelia est allée mouiller des serviettes dans la salle de bain. Elle est ressortie avec une couverture et des linges humides, drapant la couverture sur moi. Je vais te nettoyer. Où est-ce que tu as mal? On dirait que tu as été frappé. Sa voix s'est brisée. Nicolas, il faut t'emmener à l'hôpital. Non, ça va aller, j'ai menti. J'ai juste besoin de me reposer. Elle m'a regardé avec scepticisme. Nicolas, oh Nicolas, à cause de la voiture? Tu aurais pu être tué. S'agenouillant à côté de moi, les larmes aux yeux, elle a caressé ma joue et m'a embrassé tendrement. Je me sentais comme une véritable ordure. La sonnette a retenti, et j'ai entendu un des garçons y répondre. Un instant plus tard, Tyler a crié « C'était un homme, il a laissé une enveloppe pour toi, maman. » Amelia est restée à mes côtés. « L'as-tu remercié? Apporte ce que c'est ici. » J'ai tressailli, non pas de la douleur des coups, mais de l'effroi. Amelia a caressé mon front avec réconfort. « Chérie, on devrait vraiment t'emmener aux urgences. » Tyler est entré avec l'enveloppe et l'a tendue à sa mère. Je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur et je lui ai silencieusement souhaité pose là, ne l'ouvre pas. Amelia a dû lire mon expression. Elle a posé l'enveloppe sur la table de nuit, intacte. J'ai soupiré de soulagement, pensant peut-être que je pourrais m'en débarrasser plus tard si elle ne regardait pas le contenu. Mais alors Amelia s'est penchée et a doucement caressé ma joue. Essaie de te mettre à l'aise pendant que je m'occupe des enfants. Je t'emmènerai à l'hôpital. Se levant, elle s'est tournée vers l'enveloppe avec un air perplexe. C'est adressé à moi. Elle l'a prise délicatement. Ça a l'air officiel. Arrête. J'ai voulu crier, mais aucun mot n'est sorti. Amelia a commencé à ouvrir l'enveloppe, puis s'est figée à mi-chemin, me regardant avec une expression désemparée. La couleur a quitté son visage alors qu'elle murmurait « Qui est-elle » ? Personne, balbutiai-je. C'est la femme du magasin d'antiquités où j'ai acheté les chaises et le canapé. Amelia se tut, le regard passant de moi à la preuve accablante. Son visage était cendré. Lentement, elle s'approcha et s'assit au pied du lit, frottant distraitement l'enveloppe. Enfin, elle leva les yeux vers moi, des larmes sillonnant ses joues. Pourquoi, Nicolas? Pourquoi? J'ai essayé de la rassurer en l'enveloppant de mes bras. Ça ne voulait rien dire, je te jure. C'est juste arrivé, je ne sais pas comment. Amelia n'a pas résisté, mais elle marmonna entre ses dents. Elle est si vieille. Elle a l'air vieille. Croisant de nouveau mon regard, elle chuchota « Nicolas, pourquoi ?» Mes paroles sonnaient creuses. Je ne sais pas. C'est juste arrivé. Amelia, tu dois me croire. Elle posa sa tête sur mon épaule un long moment, puis se recula, fixant ses horribles photographies. Il faut t'emmener à l'hôpital, dit-elle d'un ton plat, évitant mon regard. Elle se leva brusquement et se dirigea vers la porte. S'arrêtant la main sur le bouton, elle appela en bas d'une voix étrangement calme, « Tyler, j'emmène papa à l'hôpital. Sois un homme et veille sur les choses pendant notre absence. » Amelia se dirigea vers la commode et glissa l'enveloppe dans le tiroir du haut. Se tournant vers moi, elle prit une grande inspiration. « Mais quelque chose. Je t'emmène à l'hôpital. » J'étais complètement désemparé. C'était Amelia en mode soignante, reléguant la dévastation pour l'instant pour s'occuper de mes blessures. « Chérie, s'il te plaît, commençai-je, mais elle ne me regarda pas. « Je serai en bas, dit-elle d'un ton plat,
puis sortit en laissant la porte entr'ouverte. Je me suis habillé lentement, mon corps meurtri, et je l'ai suivi en bas. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans un silence torturé. Quand nous sommes rentrés à la maison, Tyler était toujours éveillé en train de veiller, mais les autres enfants étaient au lit. Dans le salon, Amelia caressa les cheveux ébouriffés de notre fils aîné. « C'est mon bon garçon, dit-elle doucement. J'ai ajouté « Merci, mon fils. Tu peux monter te coucher maintenant. » Avant de partir, Tyler m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de déception. « Ça va, papa? Et toi, maman? Va te coucher, » répondit Amelia, utilisant la même voix sans tonalité qu'auparavant. Nous avons école demain. Amelia faisait du bénévolat à Saint-Michael, l'école catholique que nos enfants fréquentaient. Elle jouait du piano pour la chorale et aidait dans les classes de maternelle. Une fois Tyler monté à l'étage, elle se tourna vers moi. « Tu devrais aussi aller te coucher. Je me lèverai plus tard. » J'avais besoin d'elle à mes côtés, besoin de parler, d'essayer d'expliquer, de demander son pardon. « Amelia, va te coucher », me coupa-t-elle, évitant mon regard. Le lendemain matin, quand je descendis, Amelia était déjà dans la cuisine en train de préparer les déjeuners, sa routine inchangée malgré tout. Quand je suis entré, elle m'a tendu mon café et a posé une assiette d'œufs brouillés sur la table sans dire un mot. « Comment ça va ?» osai-je. « Je pense que nous allons gagner le procès. » Elle se pencha contre le comptoir, les bras croisés sur sa poitrine. « À part le travail, as-tu des projets ?» J'ai eu un frisson intérieur. Je pensais passer chez tes parents plus tard. Sa mâchoire se contracta presque imperceptiblement. Le père d'Amelia était un capitaine de police à la retraite, ses deux frères suivant ses traces. Sa mère, une matriarche irlandaise classique et attentionnée. Ils adoraient tous leurs enfants, mais Amelia était le « miracle », bébé inattendu qu'ils avaient dédié à l'Église jusqu'à ce qu'elle choisisse de m'épouser à la place. Ils ne m'avaient jamais pleinement fait confiance, tolérant seulement mon existence pour l'amour d'Amelia. Et maintenant ça? Je savais qu'une visite était inévitable, mais redoutais de les affronter, surtout son père. « Chérie, peut-être devrions-nous. »« Non, » déclara-t-elle fermement. « Je dois voir maman et papa. » J'ai avalé difficilement. « D'accord. » Toute la matinée au tribunal, j'étais distrait, mon esprit rejouant les événements récents en boucle tortueuse. Mes collègues ont remarqué, mais n'ont pas cherché à en savoir plus. Les détails de ma situation domestique sont maintenant un secret de polichinelle après la bagarre et cette maudite enveloppe. Je suis rentré chez moi un peu après 18 heures, m'étant arrêté pour acheter un bouquet de fleurs à Amelia. Un geste faible, mais je devais essayer. Elle avait préparé un autre repas maison qui m'attendait, cette fois un rôti, mais ses yeux étaient gonflés de pleurs. Amelia a essayé de sourire quand je suis entré. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ? » Nous les avons attrapés, ai-je répondu d'une voix creuse. Ils le savent aussi. Ils vont continuer à se battre un moment, mais c'est juste une question de combien et pendant combien de temps maintenant. Nicolas. Elle retint de nouvelles larmes. Est-ce que ça te dérangerait si je dormais en bas pendant quelques nuits? Mon cœur s'est brisé à nouveau. Oh Amelia, non. J'ai besoin de toi. Je vais prendre le canapé, tu gardes notre lit. Elle a fait un léger signe de tête. Non, c'est le lit dont j'ai besoin. J'ai besoin de dormir ici. J'ai acquiescé, me résignant à ses souhaits. D'accord, si c'est ce que tu veux. Le dîner était morose, les enfants ressentant la tension même s'ils ne comprenaient pas la raison. Les yeux de Lily étaient grands ouverts d'inquiétude, tandis que les garçons alternaient les regards entre leur mère et moi. Après avoir mangé, Amelia a passé cette première nuit sur le canapé du salon, puis la suivante et la suivante. Les repas devenaient de plus en plus tendus. Je ne savais pas quoi faire, mais je devais trouver un moyen de la toucher. Un samedi après-midi, alors que les enfants étaient dehors, je me suis rendu chez les parents d'Amelia, espérant que son père pourrait me conseiller. Sa mère a répondu, puis a disparu dans la cuisine sans dire un mot en me voyant. Monsieur Donnelly m'a invité dans la salle à manger, son expression sévère. « Eh bien, Nicolas, que avez-vous à dire pour votre défense ?
J'ai avalé difficilement. Elle vous a tout dit. Il a hoché la tête brièvement. Monsieur Donnelly, j'ai commis une terrible erreur. Je ne peux pas comprendre ce que j'ai fait, mais je sais que c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais faite de ma vie. Je suis tellement désolé, je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Son visage est resté impénétrable. Elle est allée voir un avocat. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Non, nous. Elle ne pouvait pas avoir. Nicolas, elle est terrifiée, déclara Monsieur Donnelly, une lueur d'émotion fissurant enfin son masque stoïque. Je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. Son avocat a mentionné quelque chose à propos d'un accord de séparation. Tu devras déménager. J'étais stupéfait, écrasé non pas par ses paroles mais par la réalité de la profonde trahison de la confiance de ma femme. Je ferai tout ce qu'elle veut, me suis-je entendu répondre automatiquement. Mais elle, tu devrais savoir, cela ne se reproduira jamais. La mâchoire de Monsieur Donnelly se crispa et un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais il s'est contenté de secouer la tête, marmonnant si doucement que je l'entendais à peine. Ne refais jamais ça. Il leva les yeux vers moi, son expression empreinte d'une profonde déception et tristesse. Tu as brisé son cœur. Je le fixais, le désespoir m'envahissant en vagues. Il avait raison, bien sûr. J'avais brisé le cœur de la femme que j'aimais le plus au monde. Rentrez chez vous, Nicolas, dit enfin Monsieur Donnelly, le congé clair. Oui, monsieur, répondis-je humblement, me retournant pour partir. Madame Donnelly m'attendait sur le porche. Elle s'approcha et toucha mon bras, son habituelle bonne humeur nulle part en vue. Nicolas. Amélia. Elle s'interrompit, luttant pour trouver les mots alors que des larmes coulaient sur ses joues. Tu sais, tu n'étais pas comme les autres. Tu étais, et elle secoua la tête impuissante. Oh Nicolas, tu comprends ce que je veux dire? Rentre chez toi. Amélia est juste. Tu dois arranger ça. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire, que j'avais été l'homme qu'ils pensaient digne de la main de leur fille. Jusqu'à maintenant. Le trajet du retour semblait durer une éternité. Je repensais à cette première rencontre fatidique avec Amélia, il y a toutes ces années. Je me souvenais ne pas l'avoir trouvée belle au début, rebutée par sa lèvre fendue et son nez légèrement mal formé. Mais ensuite, j'ai plongé dans ses yeux verts saisissants, encadrés de cils épais et d'un visage constellé de taches de rousseur. Elle était belle, d'une manière non conventionnelle. J'ai tenu l'arrière de sa tête, utilisant ses cheveux pour incliner son visage vers le mien. Malgré ses tentatives de se débattre, j'ai refusé de lâcher prise, la tirant contre moi jusqu'à ce qu'elle se calme. Dans ses premiers instants électrisants de contact, elle semblait si petite, si fragile dans mes bras, pourtant j'étais inexplicablement attiré par elle. « Alors tu es Amélia ?» dis-je, ne faisant aucun effort pour cacher mon mépris initial pour son apparence. Elle a recommencé à se débattre face au ton méprisant. « Lâche-moi. Pas avant que tu me dises ton nom, » ai-je répliqué, resserrant légèrement mon emprise. « Nicolas Blackwell, espèce d'idiot. Maintenant lâche-moi ou je crie. » J'ai relâché un peu ma prise, ressentant une surprenante réticence à la libérer. « Écoute, je ne peux pas faire ça. Et si tu acceptais que je t'emmène plutôt chez McDonald's? On prendrait un burger, on discuterait un peu, puis je te raccompagnerais. Qu'est-ce que tu en dis? » Elle m'a regardé avec méfiance. « Pourquoi voudrais-tu faire ça? » Eh bien, quand on a parlé au téléphone, j'ai eu l'impression qu'on s'entendait bien. Amélia a tressailli comme si je l'avais giflée. C'était une erreur. J'ai eu une mauvaise impression. J'ai senti une bouffée de colère. Quoi? Je n'étais pas assez bien pour la petite souris de l'église? Ce n'est qu'un foutu burger, bon sang, ai-je répliqué. Elle s'est reculée face à mon langage dur. Non seulement tu es grossier, mais tu as aussi une langue de charretier. Aïe, elle m'avait cerné. Je me suis soudain senti comme la dernière personne sur Terre avec qui elle devrait être vue, non seulement elle avec moi, mais moi avec elle. Quel âne sans valeur j'étais. En regardant vraiment cette fille, jeune femme, et en la voyant me fixer avec ses yeux intelligents et profonds, j'ai été frappé par une vague de honte pour ma grossièreté.
D'accord, je m'excuse, dis-je contritement. Langage grossier. Et si on prenait juste un soda alors? C'est ma treat, puis je te ramènerai chez toi après. À ma grande surprise, elle a finalement accepté d'un signe de tête. D'accord, juste un soda. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture, rejouant dans ma tête la récente mort tragique de mon ami. Il conduisait de manière imprudente et avait grillé un feu rouge, percutant un poteau. Une manière complètement insensée de procéder. Mais je ne pensais pas vraiment à sa mort. Je pensais à un incident sans rapport impliquant lui et sa petite amie quand elle était tombée enceinte. Il hésitait à l'épouser, se confiant à notre groupe d'amis. Un par un, nous avions convenu que si jamais il décidait de rompre avec elle, nous nous rendrions tous disponibles comme alternative. L'idée était qu'elle passerait pour une fille légère en divertissant chacun de nous, et espérons-le, elle renoncerait à le pousser au mariage. C'était une époque et une mentalité différentes à la fin des années 90. Personne ne pensait à la preuve ADN. La logique tordue était qu'elle pourrait être tellement bouleversée d'être vue comme une fille facile qu'elle ferait une crise ou même se ferait du mal. Problème résolu pour mon ami idiot. C'est le genre de minable que j'étais à l'époque, le genre de gars qui mentirait et tromperait une gentille fille juste pour aider un pote à éviter de prendre ses responsabilités. Il y a à peine quelques mois, j'aurais probablement moqué l'apparence d'Amelia Harry si elle pleurait. Mais pas maintenant. En marchant avec elle jusqu'à sa voiture, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment l'emmener manger un burger sans que personne ne nous voie ensemble. Si on était en 1998, j'aurais sûrement décliné. Mais maintenant, je ne sais pas, peut-être que je commençais enfin à grandir un peu. Alors nous sommes allés chez McDonald's et avons pris ce soda. C'était probablement le rendez-vous innocent le plus pur de l'histoire des rendez-vous non officiels. Mais c'était aussi le catalyseur du long et pénible processus de réalisation de la valeur de cette jeune femme apparemment ordinaire mais incroyablement intelligente. Je ne sais pas ce que je cherchais ou attendais en la courtisant si ardemment au cours des mois suivants. Mais je savais que j'avais besoin d'elle dans ma vie, malgré le chemin qu'elle avait choisi. Sa famille était un autre obstacle entièrement, comme je le découvrirai bientôt. Quand je suis finalement rentré chez moi après ma conversation avec les parents d'Amelia, elle était dans la cuisine. L'arôme familier des huîtres frites, l'un de mes plats préférés, flottait dans l'air. Dès que je suis entré, j'ai pu voir qu'elle savait où j'avais été. Je me suis affaissé sur une chaise à la table, étudiant son visage bien-aimé marqué par la tristesse. « J'ai vu ton père. »« Je sais, » répondit-elle d'un ton neutre. « Il m'a appelé. Je ne savais pas que tu étais allé voir un avocat. » Amelia resta silencieuse pendant ce qui semblait être une éternité, pleurant doucement. Finalement, elle parla d'une voix sans émotion. « J'ai parlé à Hélène. Ils ont une chambre libre si tu veux. Tu devras déménager. » Ma stupide fierté masculine s'enflamma. « Non, je préférerais. » Mais elle me coupa la parole. « La maison d'Hélène est tout près. Tu pourras venir quand je ne serai pas là pour voir les enfants. Ce sera bon pour elle aussi, après Brian. » Je compris ce qu'elle voulait dire. J'allais être assez proche pour coparenter, mais effectivement exilé de chez moi, de ma famille. Hélène et moi nous sommes toujours bien entendus, concédai-je. Et après le décès de son mari, ma présence l'aiderait, surtout avec son fils. Mais je ne voulais désespérément pas cette séparation. Amelia, on n'est pas obligé de faire ça. Pourrions-nous? Encore une fois, elle me coupa la parole, sa voix devenant plus dure. Non, c'est mieux comme ça. Quand veux-tu partir? La finalité de ces paroles serrait mon cœur comme dans un étau. Ce soir après le dîner? Demandai-je faiblement. Non, ce soir. J'étais bouleversé, ayant besoin de parler à quelqu'un, n'importe qui. Et les enfants? Ils sont déjà au courant. Mon Dieu. Je pourrais rester ce soir et partir après la messe demain? Non, déclara-t-elle, ne laissant aucune place à la négociation. Ce soir. J'acquiesçai enfin d'un signe de tête solennel. Je suppose que oui. Amelia se tourna vers la cuisinière. On va manger l'un de tes plats préférés, des huîtres frites. Mon estomac se retourna.
Comment pouvait-elle penser à manger en un tel moment? Mais je marmonnai un faible. C'est gentil. Le dîner fut d'une tension insoutenable, les enfants ressentant l'atmosphère lourde malgré leur jeune âge. Après, les enfants se dispersèrent, sans doute avertis par Amélia de se faire discret. Je débarrassai la table pendant qu'Amélia chargeait le lave-vaisselle en silence. Finalement, je ne pus plus le supporter. Amélia, cela ne signifie rien. Je sais que c'est arrivé, mais je ne sais pas comment. C'était juste, rien. Tu dois me croire. Elle ne me regardait pas en répondant, tu me l'as déjà dit, Nicolas. Chérie, est-ce que je dois vraiment partir? Suppliai-je. Oui. Elle ferma le lave-vaisselle d'un geste ferme. Hélène est un bon endroit pour toi de rester. J'ai lavé tes affaires, n'oublie pas les articles de toilette. Et laisse ta clé de maison sur la table. J'avais l'impression de recevoir un coup au ventre. Ma clé de maison? La laisser sur la table? Sa voix était dénuée d'émotion. Tu n'en auras pas besoin. Tu sais où nous gardons le double en cas d'urgence. Mais c'était ma maison, notre maison. Je devais essayer une fois de plus. Amélia, s'il te plaît. Elle se tourna vers la porte, me laissant derrière elle. Je serai en haut. Fais tes bagages. Quel choix avais-je? Elle détenait tout le pouvoir, et la preuve de ma trahison. Je ne pris même pas la peine de nier quoi que ce soit. Elle voulait que je parte, du moins temporairement, et cela avait du sens, les enfants avaient plus besoin d'elle que de moi pour le moment. Tout ce que je faisais, c'était payer les factures et jouer occasionnellement avec eux. Mais elle ne me divorçait pas entièrement, du moins pas encore. Juste nous séparer, me couper d'elle, de nos enfants, de toute ma vie. C'était impensable, mais c'était en train de se produire. Après avoir fait un petit sac, je descendis les escaliers, hésitant dans le vestibule. J'entendais les légers murmures d'Amélia dans le salon. Me préparant mentalement, j'entrai pour lui dire au revoir. Médo fut la première à me remarquer. Elle s'écria joyeusement « Papa ». Avant de se reprendre, la panique traversant ses traits angéliques en se rappelant la situation. Elle regarda sa mère désespérément. « Tu devrais partir, Nicolas », dit Amélia, ne croisant pas mon regard. Les garçons restèrent imperturbables, leur déception et leur confusion palpables. Je retenais mes larmes, embrassant le sommet de la tête de Lily avant de me diriger vers la porte. « Je passerai demain », leur dis-je d'une voix creuse. Les premiers jours chez Hélène furent une pure torture. J'avais naïvement pensé que je pourrais continuer à passer par la maison chaque soir après le coucher des enfants pour parler à Amélia et maintenir un semblant de normalité. Mais elle refusait d'être dans la même pièce que moi. Ces nuits étaient déchirantes. Lily pleurait quand j'arrivais et encore quand je partais, tandis que Tyler et les autres garçons me boudaient dans un silence boudeur avant de monter à l'étage avec leur mère. Après quelques visites, j'ai renoncé à essayer. Amélia ne voulait pas de moi pour le moment, et je ne pouvais plus supporter les larmes de Lily ni les regards accusateurs de mes fils. Hélène a été assez gentille pour me laisser la chambre d'amis et essayer d'être présente sans fouiller dans les détails. Son mari étant parti, elle appréciait d'avoir un autre adulte autour, surtout pour son jeune fils Marion. Au fil des jours devenant des semaines, Hélène et moi avons pris un rythme confortable, discutant de plus en plus chaque soir après le coucher de Marion. Elle n'a jamais demandé de détails sur ce qui s'était passé entre Amélia et moi, mais elle a tout de même offert une oreille compatissante. Une nuit, alors que nous étions assis en train de siroter des tasses de décafé à sa table de cuisine, Hélène a enfin abordé le sujet qui nous pesait. « Amélia va certainement demander le divorce », a-t-elle dit doucement, étudiant mon visage pour une réaction. J'ai eu l'impression d'être à nouveau frappé au ventre, même si je m'y attendais. « Elle te l'a dit ?» Hélène a hoché tristement la tête. Elle pleure presque sans arrêt. Je ne pense pas qu'elle puisse comprendre ce qui s'est passé. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, retenant mes propres larmes. Je ne sais pas ce que je pensais, Hélène. Ça ne voulait rien dire, je te jure. Amélia, elle est tout pour moi. Elle et les enfants. Je sais, a répondu Hélène, en tendant la main pour me tapoter le bras avec réconfort. Mais Nicolas, tu as vraiment merdé. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse passer outre.
Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas l'accepter, pas encore. Que puis-je faire? Il doit y avoir un moyen de réparer ça, de lui faire comprendre à quel point je suis désolé. Hélène a simplement secoué la tête. Donne-lui du temps. Et de l'espace. Laisse-la guérir. Alors que j'essayais d'assimiler cette nouvelle réalité, mon esprit se remémorait les premiers jours de ma relation avec Amélia, quand j'essayais encore de la conquérir malgré les objections de sa famille et son propre appel religieux. Je me souvenais de notre premier rendez-vous officiel, quand j'avais acheté des billets pour une pièce de théâtre en centre-ville, déterminé à l'impressionner. J'avais tout planifié, je devais la récupérer, lui offrir des fleurs, l'emmener dîner dans un bon restaurant, puis au spectacle, la ramener chez elle à une heure respectable pour pouvoir passer à l'action ensuite. Mais bien sûr, rien ne s'est passé comme prévu. Je me suis retrouvé coincé dans un énorme embouteillage sur le chemin de sa maison, causé par un carambolage sur l'autoroute. Sans moyen de l'appeler pour la prévenir de mon retard, je suis arrivé chez les Donnelly plus d'1 heure après l'heure convenue. Amélia, que j'ai appris plus tard n'avoir jamais eu de vrai rendez-vous auparavant, s'était déjà réfugiée dans sa chambre en larmes, convaincue que je l'avais plantée là. Son père et ses frères m'attendaient dans le salon, prêts à me déchirer en morceaux. J'ai essayé d'expliquer l'accident, mais ils n'en ont pas voulu avant que Madame Donnelly appelle Amélia. Elle est finalement descendue, les yeux rouges et gonflés, portant un vieux chemisier et un pantalon en velours côtelé qui avait clairement appartenu à l'un de ses frères dans une vie antérieure. « Eh bien, allez », ai-je dit avec assurance, lui tendant les œillets légèrement fanés que j'avais pris à la station-service en venant. « Allons-y. » Amélia semblait choquée. « Il est trop tard », a-t-elle protesté. « Nous avons manqué la pièce. »« Alors nous irons voir un film à la place », ai-je répliqué. « Sleepy Hollow passe au cinéma. Nous irons le voir et ensuite manger une pizza. » Et c'est ce que nous avons fait. Ce n'était pas la soirée romantique que j'avais imaginée, mais c'était un début. Avec le recul, j'étais content que nous ayons raté la pièce. Le fantôme de l'opéra aurait été bien trop lourd pour un premier rendez-vous. J'étais tellement jeune et ignorant à l'époque. Alors que je me remémorais, la voix d'Hélène m'a ramené au présent. « Nicolas, tu m'as entendu? Désolé, » ai-je dit en secouant la tête pour me remettre les idées en place. « Qu'as-tu dit? J'ai demandé si tu avais déjà fait quelque chose comme ça auparavant, » répéta-t-elle doucement. « Mis à part cette fois dans la boutique d'antiquités, je veux dire. »« Non, » ai-je répondu avec véhémence. « Jamais. Ça ne m'a même jamais effleuré l'esprit. » Hélène m'a observé un long moment. « Alors pourquoi, Nicolas? Pourquoi maintenant, après toutes ces années? » J'ai eu du mal à trouver les mots pour expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. « Je ne sais pas, » ai-je finalement dit, impuissant. « J'aimerais le savoir. Je pourrais dire que j'étais stressé, ou en colère contre quelque chose, mais ce ne serait pas vrai. J'étais en fait de très bonne humeur ce jour-là. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Cette femme, elle n'avait rien d'exceptionnel. Juste ordinaire. Je ne me serais jamais retourné pour la regarder dans la rue. Je pensais juste à quel point Amélia aimerait ces chaises, et puis soudain. Je me suis interrompu, incapable de finir ma pensée. Hélène a tendu la main pour me serrer. « Tu as vraiment tout gâché, » a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas si Amélia pourra pardonner cela. C'est comme si cela avait tout changé pour elle. Je ne pouvais que hocher la tête misérablement, retenant mes larmes. Mon esprit était en tumulte, revenant à ces premiers jours de séduction d'Amélia, usant peu à peu de ses défenses. Je pensais à la première fois où je l'avais ramenée chez mes parents, à quel point elle était nerveuse, craignant qu'ils réagissent mal à son apparence physique. Mais ma mère avait jeté un coup d'œil à Amélia et l'avait prise dans une étreinte chaleureuse, lui disant à quel point elle était jolie. Mon père m'avait fait un clin d'œil par-dessus son épaule, approuvant clairement mon choix. Amélia avait fleuri sous leur acceptation, son sourire illuminant la pièce alors qu'elle se détendait et laissait transparaître son esprit vif et son intelligence. Je me souviens avoir pensé que j'étais l'homme le plus chanceux du monde de l'avoir trouvée. Et maintenant, j'avais tout gâché pour une aventure sans signification. Le poids de ce que j'avais fait menaçait de m'écraser.
Je ne savais pas comment me racheter ni par où commencer. Le travail offrait un bref répit à mon tourment intérieur. Nous avons remporté le gros dossier contre l'hôpital, assurant un règlement substantiel pour la mère célibataire et son enfant. Mais même cette victoire semblait creuse à la lumière de ma situation personnelle. Mon patron, sentant ma détresse, m'a convoqué dans son bureau quelques jours plus tard. « Nicolas, dit-il gentiment, je pense que tu devrais prendre un peu de temps après avoir finalisé les formalités de ce dossier. Va quelque part, aère ton esprit. Achète-toi de nouveaux vêtements, prends un peu de soleil. Nous avons besoin de toi au sommet de ton art, et là, en ce moment. Eh bien, tu n'y es pas. » Je savais qu'il avait raison. J'étais un désastre, intérieurement et extérieurement. J'ai donc décidé de partir seul aux Bahamas pour quelques semaines, prévoyant de rentrer à temps pour l'anniversaire à venir de Tyler. Le voyage était une erreur. Partout où je regardais, il y avait des couples heureux et des familles, un rappel brutal de ce que j'avais perdu. Les filles en bikini et l'alcool à volonté ne m'attiraient pas. J'étais misérable, incapable d'oublier Amelia et nos enfants ne serait-ce qu'un instant. J'ai écourté mes vacances, rentrant juste à temps pour la fête de Tyler, qui se déroulait chez les Donnelly. Je m'y attendais, et j'étais prêt à affronter la famille d'Amelia pour la première fois depuis la séparation. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la nouvelle qu'Amelia avait commencé à fréquenter quelqu'un, et qu'il serait également à la fête. Hélène l'avait mentionné en passant, essayant clairement de me mettre en garde, mais j'avais balayé cela d'un revers de main. Assurément, Amelia ne passerait pas à autre chose si rapidement, pas alors qu'il y avait encore une chance pour nous de nous réconcilier. Mais alors que je m'approchais de la porte d'entrée de la maison des Donnelly, un ensemble emballé de livres d'histoire de la guerre civile pour Tyler en main, j'entendais les bruits incontestables d'une fête en plein essor. Me préparant mentalement, j'ai frappé une fois, puis une seconde fois. Alan a répondu, son visage angélique s'illuminant pendant une seconde avant de se rappeler la situation actuelle. « Papa, dit-il, puis de nouveau plus doucement, « Papa. »« Salut mon grand, dis-je, forçant un sourire. Tu m'as manqué. Où est ta maman ?» Il recula de la porte, incapable soudain de croiser mon regard. « Dans la salle à manger. Avec grand-père et son ami. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup au ventre. C'était donc vrai. Amelia avait tourné la page. Avalant difficilement ma salive, je suis entré dans la maison, tendant le cadeau à Alan pour le mettre avec les autres. En pénétrant dans la salle à manger, toute conversation s'arrêta. Amelia était assise à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas, sa main reposant possessivement sur son genou. Son père me lança un regard noir depuis l'autre bout de la table tandis que sa mère s'affairait en cuisine, clairement en train de m'éviter. « Bonjour tout le monde, dis-je d'un ton enjoué fin. Je viens juste de rentrer des Bahamas. » Je ne pouvais pas manquer le grand jour de mon garçon. Le nouvel amoureux d'Amelia se leva, me tendant la main. « Peter Willoughby » se présenta-t-il, me serrant fermement la main. « Amelia m'a beaucoup parlé de toi. » Je parie, pensai-je sombrement, l'observant. Il était quelques centimètres plus petit que mon mètre 82 et moins large d'épaules. Je pouvais facilement le maîtriser. Mais un regard vers le visage tendu et malheureux d'Amelia me figea sur place. Elle ne voulait pas de scène, surtout pas devant les enfants et sa famille. Alors, j'ai avalé ma fierté et serré la main de Peter, marmonnant une politesse. Le reste de la fête fut gênant et inconfortable. Les enfants semblaient clairement perturbés par la présence de Peter, incertains de comment réagir. J'ai essayé de garder un visage courageux, me concentrant sur Tyler et son excitation pour les livres d'histoire que j'avais apportés, mais à l'intérieur je souffrais. En observant Amelia avec Peter, voyant à quel point il interagissait facilement avec mes enfants et beaux-parents, je me sentais comme un étranger dans ma propre vie. C'était censé être ma famille, mon foyer, mais je l'avais tout gâché. Alors que la fête touchait à sa fin, j'ai pris Amelia à part, désespéré de lui parler en privé. « Ne pourrions-nous pas juste aller quelque part et discuter de ça ?» suppliai-je. « Tu me manques tellement. Tu me manques, notre vie ensemble. » Mais Amelia refusait de croiser mon regard.
Il n'y a rien à discuter, dit-elle d'un ton plat. Tu as fait ton choix. J'essaie juste de continuer ma vie. Je voulais la secouer, lui faire comprendre à quel point je l'aimais, à quel point j'étais désolé. Mais je pouvais voir la douleur et la trahison dans ses yeux, la manière dont elle se reculait de mon contact. Alors je l'ai laissée partir, regardant impuissant qu'elle retournait à la fête, à Peter, à la vie qu'elle construisait sans moi. Je ne m'étais jamais senti aussi perdu, aussi seul. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de misère et de dégoût de soi. Je me suis plongé dans le travail, prenant des affaires supplémentaires, tout pour distraire mon esprit du désastre de ma vie personnelle. Mais même cela était entaché. La nouvelle de mon indiscrétion s'était répandue dans la communauté juridique comme une traînée de poudre, et je pouvais sentir le jugement et la pitié dans les yeux de mes collègues. Je n'étais plus l'homme d'affaires marié et heureux. J'étais le type qui avait trompé sa femme et s'était fait attraper. Mon patron m'a appelé dans son bureau à nouveau, cette fois avec une expression plus sombre. « Nicolas, dit-il doucement, je pense qu'il est temps que nous discutions de ton avenir au sein du cabinet. » J'ai senti mon estomac se nouer. Suis-je renvoyé? Ai-je demandé d'une voix engourdie. Il a secoué la tête. Non, rien de tel. Mais nous pensons qu'il serait peut-être préférable que tu prennes du recul, peut-être que tu travailles depuis chez toi pendant un moment. Juste le temps que les choses se calment. Je savais ce qu'il voulait vraiment dire. J'étais un risque, une distraction. Le cabinet ne pouvait pas se permettre que mon drame personnel affecte leur réputation ou leurs affaires. Alors j'ai accepté, emballant mon bureau et me retirant dans la pièce d'amis chez Hélène qui était devenue ma résidence de facto. Je travaillais sans enthousiasme, faisant semblant mais ne trouvant aucune satisfaction réelle. Mes seuls moments lumineux étaient mes week-ends avec les enfants, mais même ceux-ci étaient aigres-doux. Ils étaient toujours heureux de me voir, mais je sentais la distance grandir entre nous chaque jour qui passait. Je n'étais plus une présence quotidienne dans leur vie, juste un visiteur du week-end. Et toujours, il y avait le spectre de Peter Willoughby planant sur tout. Il était présent à chaque événement scolaire, à chaque rassemblement familial. Lentement mais sûrement, il prenait ma place dans la vie d'Amelia, dans la vie de nos enfants. Je le détestais avec une passion brûlante, mais je me détestais encore plus. J'avais attiré cela à moi-même, détruisant tout ce qui m'était cher pour quelques instants de plaisir sans signification. La culpabilité et les regrets me dévoraient. Alors que les semaines se transformaient en mois, je sombrais de plus en plus dans la dépression. J'ai arrêté de me raser, je ne me souciais plus de mon apparence. J'ai perdu du poids, mes costumes pendaient sur mon corps de plus en plus émacié. Hélène a essayé de m'aider, me pressant de consulter un thérapeute, de mieux prendre soin de moi. Mais j'ai balayé ces inquiétudes, trop enlisées dans l'auto-apitoiement pour apporter de réels changements. Puis vint le jour que je redoutais, Amelia a demandé le divorce. Son avocat a envoyé les papiers à mon bureau, un épais dossier de jargon juridique qui se résumait à un simple fait. Mon mariage était terminé. J'ai fixé les papiers pendant des heures, lisant et relisant le texte noir et blanc brutal. Cela se passait vraiment. Amelia me quittait, emmenant les enfants, la maison, tout ce que nous avions construit ensemble au cours des 15 dernières années. Dans un état second, je suis sorti de mon bureau, ne prenant même pas la peine de fermer à clé derrière moi. J'ai erré dans les rues sans but, mon esprit tourbillonnant de souvenirs de temps plus heureux, de la vie que j'avais si négligemment jetée. Sans y penser consciemment, je me suis retrouvé devant notre maison, la maison d'Amelia désormais. Les lumières étaient allumées, et je pouvais voir des ombres bouger derrière les rideaux. Ma famille, continuant leur routine du soir sans moi. Quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis effondré à genoux sur la pelouse avant, pleurant comme un enfant. Toute la douleur, la culpabilité et le désir que je gardais en moi ont jailli en de grands sanglots. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, pleurant à chaudes larmes sur l'herbe. Mais finalement, j'ai senti une petite main sur mon épaule, me tapotant avec réconfort. J'ai levé les yeux et me suis retrouvé à fixer les grands yeux inquiets de Lily. « Ne pleure pas, papa, dit-elle,
sa petite voix tremblante. Ça ira. Mon Dieu. Ma petite fille, ma petite princesse. Qu'avais-je fait pour elle, pour tous? Je l'ai prise dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux parfumés à la fraise. Je suis tellement désolé, ma puce, murmurai-je d'une voix brisée. Papa a vraiment tout gâché. Mais je t'aime tellement, ne l'oublie jamais. Lily s'accrocha à moi, ses bras fins enroulés autour de mon cou. Moi aussi, je t'aime, papa, dit-elle. Tu me manques. J'ai fermé les yeux contre une nouvelle vague de larmes. Tu me manques aussi, princesse. Chaque jour. Nous sommes restés ainsi un long moment, juste à nous tenir l'un contre l'autre, jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre et qu'Amélia sorte sur le porche. Elle s'est figée en nous voyant, son expression indéchiffrable. « Lily, rentre s'il te plaît, dit-elle doucement. Il est l'heure d'aller au lit. » Lily s'est détachée à contre-cœur de mes bras, me donnant une dernière étreinte avant de s'enfuir dans la maison. Amélia l'a regardée partir, puis s'est tournée vers moi, les bras croisés protecteurs sur sa poitrine. « Que fais-tu ici, Nicolas ?» demanda-t-elle avec lassitude. « Tu ne peux pas juste débarquer comme ça. » Je me suis relevé péniblement, essuyant mon visage marqué de larmes. « Je sais, dis-je d'une voix rauque. Je viens de recevoir les papiers du divorce aujourd'hui. » Quelque chose a vacillé dans les yeux d'Amélia, mais elle l'a rapidement dissimulé. « Je vois, » dit-elle de manière neutre. « Eh bien, je suppose que nous savions que cela arriverait. » « Le savions-nous » demandai-je désespérément, en faisant un pas vers elle. « Amélia, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, je sais que je t'ai blessée. Mais je t'aime tellement. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, sans notre famille. » Amélia tressaillit comme si je l'avais frappée. « Tu aurais dû y penser avant de coucher avec une autre femme, » dit-elle froidement. « Tu as fait ton choix, Nicolas. Tu dois vivre avec les conséquences. » « Je sais, » dis-je misérablement. « Et je le ferai, pour le reste de ma vie. Mais Amélia, ne pourrions-nous pas au moins essayer de surmonter cela? Va consulter, prends le temps de vraiment parler de ce qui s'est passé. » Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur d'indécision dans ses yeux. Mais ensuite, son expression s'est durcie, et elle a secoué la tête. « Je ne peux pas, » dit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je ne peux tout simplement pas. Chaque fois que je te regarde, tout ce que je vois c'est toi avec elle. C'est comme si tu m'avais arraché le cœur de la poitrine et piétiné. » Les larmes coulaient maintenant sur son visage, mais elle ne bougea pas pour les essuyer. « Je t'aimais tellement, Nicolas. Je te faisais confiance. Et tu m'as trahi de la pire des manières. Je sais, murmurai-je, mes propres larmes coulant librement maintenant. Et je le regretterai pour le reste de ma vie. Nous avons quelque chose qui vaut la peine de se battre, plaidai-je. Notre mariage, notre famille. Ne tout gâche pas à cause d'une horrible erreur. » Amélia secoua de nouveau la tête, en se serrant les bras autour d'elle. « C'est trop tard, Nicolas. Cette confiance est partie, et je ne sais pas si je pourrai jamais la retrouver. Peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner, mais je ne peux pas être avec toi, pas après ça. » Un nœud se forma dans ma gorge quand je réalisai que c'était vraiment fini. Elle avait pris sa décision. Ma belle et forte Amélia en avait fini. « Et les enfants ?» demandai-je d'une voix brisée. « N'ai-je même pas la chance de leur expliquer les choses, de leur dire au revoir correctement ?» Une expression de douleur traversa son visage. « Bien sûr que tu peux les voir, » dit-elle doucement. « Ce sont toujours tes enfants, peu importe ce qui se passe entre nous. Mais Nicolas, ils souffrent aussi. Ils ne comprennent pas pourquoi leur papa est parti. » Je fermai les yeux contre une nouvelle vague d'angoisse. Comment pourrais-je leur faire comprendre alors que je ne comprenais même pas moi-même? « Juste, laisse-moi du temps, d'accord ?» continua Amélia. « Laisse-moi trouver comment expliquer cela d'une manière qui ne détruira pas complètement leur monde. Ensuite, tu pourras leur parler. » J'acquiesçai stupidement, sachant que je n'étais pas en position de discuter. « D'accord, » dis-je d'une voix rauque. « Tout ce dont tu as besoin. » Amélia hésita, puis fit un pas vers moi, tendant la main comme pour toucher mon bras avant de se raviser. « Je suis désolé,
Nicolas, dit-elle doucement. Vraiment. Une partie de moi t'aimera toujours. Mais je dois penser d'abord à moi et aux enfants maintenant. Sur ces mots, elle se retourna et rentra à l'intérieur, me laissant seul sur la pelouse sombre avec rien d'autre que mes regrets. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, fixant cette porte vide, avant de finalement retourner péniblement chez Hélène. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse et de réunions avec des avocats alors qu'Amélia et moi commencions à démanteler notre vie commune. Diviser les biens, déterminer les arrangements de garde et les horaires de visite, tout était si clinique, si en contradiction avec la profonde douleur que je ressentais. Malgré tout, j'espérais toujours un signe d'Amélia, une indication qu'elle hésitait, qu'il y avait une chance de réconciliation. Mais elle restait résolument déterminée, ses défenses dressées d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Enfin, le jour arriva où j'eus le droit de voir les enfants et d'essayer d'expliquer ce qui se passait. Amélia les avait clairement préparés, car bien qu'ils fussent calmes, ils ne semblaient pas complètement pris au dépourvu. Je me suis confié à eux, m'excusant encore et encore pour la douleur que j'avais causée, pour les erreurs que j'avais commises. Je n'ai pas donné de détails, ils étaient encore si jeunes, mais je me suis assuré qu'ils savaient que cette séparation était de ma faute, pas celle de leur mère. Tyler, toujours le grand frère protecteur, est resté de marbre tout au long, ses yeux me transperçant avec une intensité bien au-delà de ses 13 ans. Marcus et Liam semblaient juste confus et tristes, se tenant la main l'un à l'autre. Mais c'est Lily, ma douce petite Lily, qui m'a brisé. Elle est venue se blottir sur mes genoux, enroulant ses bras maigres autour de mon cou, et a posé la question que je redoutais. « Est-ce que ça veut dire que tu ne nous aimes plus, papa ?» Je l'ai serré fort contre moi, mes larmes mouillant ses cheveux. « Oh chérie, non, jamais », ai-je réussi à articuler. « Je t'aimerai toujours, toujours toi et tes frères plus que tout au monde. Ce qui s'est passé entre maman et moi n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi. » Elle renifla contre mon torse. « Alors pourquoi ne peux-tu pas rentrer à la maison? Tu me manques tellement. » Mon cœur se brisa en 1000 morceaux à ces paroles plaintives. Que pouvais-je dire pour apaiser cette douleur, pour lui faire comprendre l'impardonnable que j'avais commis? Alors je la serrai juste plus fort et la berçai doucement, murmurant des mots d'amour et de réconfort sans queue ni tête jusqu'à ce que son petit corps cesse de trembler de sanglots contenus. À partir de ce jour-là, je voyais les enfants un week-end sur 2 pour quelques heures à chaque fois. C'était une pâle imitation de la vie de famille unie que nous avions autrefois appréciée, mais je m'accrochais à ces précieux moments de toutes mes forces. Amélia et moi continuions à nous éloigner de plus en plus l'un de l'autre. Elle était polie mais distante à chaque fois que nous interagissions, me tenant à distance. Je savais qu'elle voyait Peter Willoughby, et une partie de moi avait déjà accepté qu'il serait celui qui borderait mes enfants le soir pendant que j'étais seul. Le travail est devenu mon seul refuge face à la douleur constante de l'absence de ma famille. Je me suis plongé dans affaire après affaire, travaillant de longues heures et prenant plus de responsabilités pour occuper mon esprit. Mon patron et mes collègues marchaient sur des œufs autour de moi, clairement mal à l'aise avec l'écorce déprimée et workaholique que j'étais devenu. Mais je m'en fichais, tant que je travaillais, je n'avais pas à penser à quel point j'avais détruit ma propre vie. Puis, un peu plus d'1 an après qu'Amélia ait demandé la séparation pour la première fois, j'ai reçu un appel qui a brisé le peu de paix que j'avais réussi à rassembler. C'était Hélène, sa voix épaisse de larmes. « Nicolas. Oh Nicolas, il y a eu un accident. C'est Amélia. Mon monde s'est arrêté. Je ne me souviens pas d'avoir conduit jusqu'à l'hôpital ou d'avoir trébuché à travers les portes des urgences. Tout ce que je savais, c'était une terreur viscérale et lancinante qui n'autorisait aucune autre pensée à pénétrer. J'ai trouvé Hélène dans la salle d'attente chirurgicale, pâle et tremblante, avec Lily et Marion blottis contre elle. Les garçons étaient introuvables. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, en me laissant tomber à genoux devant elle. Est-elle? Hélène a secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. Elle ramenait les enfants de la maison de Peter. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté sa voiture de plein fouet. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Les enfants? Ai-je balbutié. Sont-ils?
Tyler et Marcus sont en chirurgie, a dit Hélène d'une voix tremblante. Liam n'a pas survécu, Nicolas. Il est mort instantanément à l'impact. Un gémissement guttural a déchiré ma gorge lorsque les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon fils, mon précieux petit garçon, partit en un instant à cause de l'imprudence d'une seule personne. L'injustice de la situation était accablante. Et Amelia ? Ai-je réussi à demander, redoutant la réponse. Le visage d'Hélène s'est effondré. C'est grave, a-t-elle chuchoté. Vraiment grave. Ils font tout leur possible, mais ils ne sont pas sûrs qu'elle va s'en sortir. En cet instant, tout le reste s'est estompé, la colère, la douleur, les ressentiments persistants. Tout ce qui importait était la femme que j'aimais plus que tout au monde, se battant pour sa vie à quelques pièces de là. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, tenant une Lily qui pleurait doucement pendant qu'Hélène me caressait les cheveux et que Marion somnolait à ses côtés. Le temps est devenu un concept abstrait alors que les heures s'écoulaient sans nouvelles de l'équipe chirurgicale. Enfin, un médecin au visage sombre est apparu, toujours vêtu de ses blouses tachées de sang. Hélène et moi nous sommes levés précipitamment lorsqu'il s'est approché. « Monsieur Blackwell » a-t-il dit, s'adressant directement à moi. « Je suis désolé, nous avons tout fait ce que nous pouvions. » Le reste de ses paroles est devenu un bourdonnement sourd à mes oreilles alors que la signification s'est enfoncée. Amelia était partie. L'amour de ma vie, la mère de mes enfants, nous avait été enlevés dans une terrible et inexplicable tragédie. Je me souviens d'avoir laissé échapper un cri primal de douleur, de déni. Cela ne pouvait pas être réel, pas après tout ce que nous avions déjà traversé. Nous étions censés avoir plus de temps, plus de chance pour surmonter les décombres de notre mariage. Lily se cramponnait à moi, sanglotant inconsolablement pendant qu'Hélène essayait en vain de la calmer. Marion nous regardait tous avec de grands yeux incompréhensifs, trop jeunes pour saisir pleinement la dévastation qui venait de briser notre famille. Les jours et les semaines suivants ont été un tourbillon étourdissant d'arrangements funéraires, de procédures légales contre le conducteur ivre, et d'efforts pour me maintenir pour le bien de mes enfants vivants. Tyler et Marcus se remettaient physiquement de leurs blessures, mais le traumatisme émotionnel était profondément ancré. Je me suis retrouvé à devoir être fort pour une fois, le parent qui maintenait tout ensemble alors que mon monde entier semblait s'effondrer autour de moi. Les parents et les frères et sœurs d'Amelia étaient tout aussi dévastés, me laissant assumer les responsabilités. Lentement, douloureusement, nous avons commencé à rassembler les morceaux et à avancer, ne serait-ce que parce que nous n'avions pas d'autre choix. La perte de Liam laissait une plaie béante qui ne guérirait jamais complètement, mais nous nous accrochions les uns aux autres et cherchions des raisons de continuer à vivre. Quant à Amelia et moi, j'ai réalisé avec une pointe de regret que nous n'aurions jamais cette seconde chance que je désirais désespérément. Notre mariage avait effectivement pris fin le jour où j'avais trahi sa confiance. La personne que j'avais aimée de toutes les fibres de mon être avait disparu pour toujours, emportant avec elle toute possibilité de réparer les choses entre nous. C'était une vérité dure, brutale à avaler. Une partie de moi aimerait toujours Amelia, regretterait toujours cette erreur autodestructrice qui avait fait basculer notre monde. Si je pouvais revenir en arrière, je donnerais tout pour annuler cette terrible erreur. Mais je ne le pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire était de prendre les éclats brisés de notre famille et essayer de les remodeler en quelque chose de nouveau, quelque chose sur quoi les enfants survivants pourraient s'appuyer. Ça ne serait jamais pareil, ne pourrait jamais remplacer ce que nous avions perdu. Mais c'était tout ce qu'il me restait. Les années ont passé, à la fois lentement et dans un tourbillon. Tyler et Marcus sont désormais des hommes adultes, forgeant leur propre chemin tout en portant les cicatrices indélébiles de ce jour fatidique. Lily est une jeune femme belle et résiliente qui a réussi d'une manière ou d'une autre à émerger des cendres plus fortes que quiconque aurait pu prédire. Quant à moi, j'aime à penser que j'ai enfin trouvé un semblant de paix durement acquise. La culpabilité ne disparaîtra jamais complètement, tout comme la douleur de l'absence d'Amelia et Liam. Mais j'ai appris à vivre avec, à me concentrer sur l'honneur de leur mémoire plutôt que de me noyer dans les regrets. Je dois en grande partie à Hélène et Marion pour cela. Après l'accident, elles sont devenues mon bouée de sauvetage,
ma raison de continuer à avancer pas à pas. Doucement, imperceptiblement, elles m'ont aidé à reconstruire une nouvelle vie à partir des décombres de l'ancienne. Ça ne sera jamais ce que j'avais autrefois. Comment le pourrait-il? Mais c'est quelque chose. Une famille, en quelque sorte, bâtie sur une tragédie partagée et une abondance de perspectives durement acquises. Nous ne serons jamais entiers à nouveau, pas dans cette vie, mais au moins nous avons l'un l'autre pour nous soutenir. Je pense que c'est ce qu'Amélia aurait voulu, que nous ramassions les morceaux éparpillés et continuions à vivre, à aimer, du mieux que nous le pouvions. C'est du moins ce que je me dis, les nuits sombres où les souvenirs menacent de me submerger à nouveau. Ma belle Amélia, ma femme indomptable, ma meilleure amie, mon tout. Si je pouvais la voir une dernière fois, je sais qu'il y aurait 1 million de choses que je lui dirais. Mais surtout, je lui demanderais encore une fois pardon pour l'impardonnable. Et je la remercierais de m'avoir aimé malgré toutes mes imperfections. De m'avoir montré ce que signifie chérir quelque chose de si précieux. Je regrette juste de ne pas avoir pu lui rendre ce cadeau alors qu'elle était encore en vie pour le recevoir. Mais je passerai le reste de mes jours à essayer d'être à la hauteur de l'amour qu'elle voyait en moi, aussi imparfait qu'il était. C'est tout ce qu'il me reste à lui offrir maintenant.